Ce matin, nous allons évoquer avec vous le référentiel de la mesure des RP et nous avons le plaisir de co-animer entre le SCRP et le SINAP ce webinaire pour vous présenter cette méthodologie de travail qui nous occupe depuis maintenant pas mal de temps. Nous en sommes à la V3, on va vous expliquer les évolutions récentes, sachant que nous avons apporté de nombreuses améliorations, notamment en termes de simplicité dans cette méthodologie, et j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une méthodologie et pas d'un outil à proprement parler. Pour m'accompagner, eh bien, Pascal Azria, présidente du SCRP, et Claude Foucault, vice-présidente du SINAP. Bonjour. Bonjour. Nous allons passer tout de suite dans le vif du sujet pour essayer de rattraper du temps sans prendre pour autant le TGV, avec la page suivante. Donc la genèse. Alors, il faut savoir que dans notre profession, depuis 2015, les principes de Barcelone ont été édités par l'AMEC et le référentiel suit cette nomenclature. Je ne vais pas vous en faire lecture, vous êtes devant votre écran. J'insisterai peut-être juste sur l'importance de l'évaluation, bien évidemment, mais surtout aussi la nécessité de sortir du point 5 les équivalences publicitaires qui ne sont bien sûr pas représentatives de la valeur des relations publiques et comment nous devons absolument prendre le contre-pied de cet indicateur qui est un indicateur d'appauvrissement de notre métier. Page suivante. Donc, ce que je vous disais, nous en sommes arrivés à la médiation. En 2014, nous avons listé l'ensemble des indicateurs. En 2016, nous avons introduit une méthode sous forme de matrice. Et après l'avoir porté auprès de vous à travers de nombreuses conférences et webinaires, nous avons souhaité simplifier les choses et y inclure des cas pratiques. Une chose qui me semble extrêmement aussi importante dans cette méthodologie, c'est le fait que nous nous sommes tous réunis autour pour mener ce projet et le porter au plus grand nombre. Quand je dis tous, c'est aussi bien l'ensemble des associations et syndicats de communicants RP, voire de communicants dans le sens plus large, mais aussi tous les acteurs de la mesure qui interviennent sur le marché. L'objectif étant en effet que ce référentiel soit un indicateur, soit une méthodologie partagée par le plus grand nombre, de façon à ce que nous puissions nous en référer auprès de nos différents partenaires et clients et que nous parlions tous le même langage. Cela me semble absolument nécessaire. Le point suivant, maintenant, je vais laisser Pascal Azria vous en parler sur une enquête qui a été menée au niveau international sur le sujet. Alors, bon, d'abord, bonjour et désolée pour mon retard et mes difficultés de connexion. Par rapport à effectivement l'évolution de la mesure dans, j'allais dire, l'appropriation, que ce soit par la France ou par les pays internationaux, on est parvenu là sur l'enquête, mais rapidement, ce qu'on voit de cette enquête qui date maintenant un petit peu, on va certainement en refaire une bientôt, c'est que finalement, à la fois, j'allais dire, l'ensemble des acteurs ont pris la mesure de l'importance de la mesure. Mais d'un autre côté, ont un frein lié à justement tous ces enjeux d'accompagnement d'un côté. Finalement, quels sont les outils, quels sont les KPI à choisir, comment, donc j'imagine toutes les questions que vous vous posez
et les raisons pour lesquelles vous êtes avec nous aujourd'hui. Et puis, il y a un enjeu de, alors on va appeler ça ressources, que ce soit des ressources temps ou des ressources financières, parce qu'évidemment, la mesure prend du temps ou coûte si on va évidemment récupérer soit de la data, soit de l'analyse par des partenaires. Et donc ça, c'est un enjeu de le faire entendre, de le faire comprendre, parce que généralement, quand vous contractualisez et qu'on définit un budget, c'est un budget qui est souvent au maximum concentré sur évidemment le conseil, la réflexion, l'accompagnement, les activations. En tout cas, les entreprises avaient du mal à entendre qu'il fallait prévoir un budget pour la mesure, puisque tout l'enjeu, en dehors évidemment de tout ce qui est fait, c'est de pouvoir montrer l'impact de nos métiers sur les entreprises et les organisations. Ça, c'était le premier point. Donc, on a encore du travail d'évangélisation, de pédagogie pour faire entendre que cette mesure nécessite des ressources. Et puis de l'autre côté, il y a aussi un sujet qui, moi, me passionne, et vous allez le voir, on vous a mis d'ailleurs des exemples par la suite, c'est que la mesure est extrêmement créative. Du coup, pour arriver à cette à la fois aisance, réflexion, passion presque de la mesure qui du coup permet une certaine créativité, il y a un chemin à suivre avec différentes étapes. On va le voir là rapidement, mais quand même, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs niveaux finalement de mesure, du basique, du standard, de l'avancé et du totalement intégré. Et si on passe juste sur le slide suivant, l'idée était de vous montrer ou de vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par ces différentes étapes. On n'arrive pas à une mesure totalement intégrée en partant de zéro. On ne passe pas de rien à tout en une fois. Je ne l'ai jamais vu, ça me paraît compliqué. Mais par contre, on peut avancer ou faire avancer nos clients dans ces enjeux de mesure, avec dans un premier temps, j'allais dire quelque chose de basique en termes de mesure, compter le nombre de retombées, essayer de suivre les impressions, le nombre de posts, une notion de sentiment positif, négatif, neutre, des messages qui sont passés ou pas. Et on commence avec une mesure qu'on appelle le CPM, le coût pour 1000, qui est un rapport entre l'audience, la visibilité et le budget investi. Donc, j'allais dire, c'est la première étape. On est, je pense, à peu près tous, soit à cette étape, soit passés par cette étape, pour arriver à une étape un peu plus avancée qui, du coup, se pose sur quels sont les objectifs de communication traduits en objectifs PR avec des enjeux de qui sont la cible, quels sont les KPI qui sont posés en début de campagne, quel est le critère que je vais suivre tout au long de la campagne, en intégrant tout ce qui est aussi social media aux médias traditionnels, en allant regarder les interactions, l'engagement, la participation, donc tout ce qui va être… on dit souvent, il y a évidemment tous les critères qui sont des critères d'action. Qu'est-ce que je mets en place et du coup, qu'est-ce que ça donne en termes de visibilité? Si on va un cran plus loin, c'est par rapport à ce que je mets en place, quelle est l'action ou l'interaction que ça a généré chez les publics. Et quand on continue à avancer, l'idée, c'est derrière, OK, cette réaction et cette interaction des publics, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence, comme impact sur les objectifs de l'entreprise, qui peuvent être des objectifs plus corporate, d'image, de réputation, en affaires publiques, de loi à faire voter, mais aussi, pourquoi pas, de vente. Encore une fois, tout ne vaut pas pour toute action. Et l'enjeu, c'est évidemment de choisir et de sélectionner ceux qui correspondent aux objectifs et qui sont effectivement possibles, à mesurer et possibles à faire bouger. Donc déjà, voilà, avoir en tête que la mesure est une question de posture, avoir envie d'aller voir, comprendre ce qui se passe derrière et quel impact, et un chemin avec différentes étapes qui permet d'avancer dans ces enjeux de mesure. Si on regarde à peu près en France et à l'international, où est-ce qu'on se situe? Donc là, on est au niveau international. Globalement, les pays se situent en moyenne sur le niveau avancé. Je dirais, moi, en France, on est entre ce niveau standard et ce niveau avancé, mais tout l'enjeu, c'est de continuer à avancer dans ce chemin de la mesure, avec à chaque fois
d'essayer de mieux comprendre ce qu'on peut faire avec les critères et avec les objectifs qui vous sont propres. L'idée, c'est de rentrer maintenant justement dans cette matrice, de la décortiquer pour bien la comprendre et pour pouvoir ensuite arriver au cas. Claude? Donc là, on est sur la matrice. Bonjour. Comme vous l'a expliqué Frédéric, donc c'est la troisième présentation. On est arrivé à une matrice qui vous propose, comme vous le voyez, de partir d'objectifs, de décliner quatre types d'indicateurs et d'arriver à des conclusions, à des recommandations. Comme vient de le dire Pascal, cette matrice, c'est une source d'inspiration. Dans la mesure, il n'y a pas de recette toute faite. On a une boîte avec quelques outils qu'on vous fournit et après, c'est à chacun, en fonction de la définition de ses objectifs qui sont définis en amont, c'est vraiment la première étape, et de déterminer des indicateurs. La partie conclusion et recommandation, elle est fondamentale parce que c'est une phase d'analyse. C'est la phase dans laquelle on rapproche les objectifs et les résultats mesurés. Cette phase conclusion et recommandation est fondamentale. Elle permet à l'organisation de tirer les leçons des campagnes précédentes. On va voir en détail maintenant et tout à l'heure, à la fin de cette présentation de la matrice, Pascal reprendra la parole pour vous présenter certains types d'indicateurs. Il n'y a pas tous les types d'indicateurs parce qu'encore une fois, c'est à chacun de s'approprier cette matrice pour l'adapter à ses cas. Donc là, on part sur l'étape 1, qui est fondamentale, qui est l'étape de la définition des objectifs. Première étape de la matrice, c'est celle qui est à la base, tout à fait à la base de la mesure. On ne peut pas mesurer si on n'a pas d'objectif prédéfini. Donc, comme vous le voyez, ces objectifs, on vous propose qu'ils soient SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporellement définis. Ensuite, on peut ajouter, évaluer, réviser. Le deuxième objectif, c'est la définition des publics cibles. Donc, les publics cibles, dans les publics cibles, on a, comme vous pouvez le voir, des cibles directes, des cibles indirectes. Encore une fois, c'est à chacun, en fonction de sa campagne, de bien identifier et définir ses cibles. Maintenant, on va passer sur les indicateurs. Alors, le premier indicateur, c'est l'étape 1 dans ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. C'est vraiment ce qui est basique, c'est la mesure des actions déployées. C'est-à-dire, on mesure toutes les actions qui ont été mises en œuvre par les consultants RP. On mesure tout, communiqué de presse, conférence de presse, enfin, tout ce qu'on a pu mettre en œuvre dans le cadre de la campagne. Ça, c'est en général ce qu'il y a de plus simple à recenser et à mesurer. Ensuite, la mesure. Donc là, on est à la mesure de l'exposition. Donc, la mesure d'efficacité, on mesure toutes les actions qui ont été, l'efficacité de toutes les actions. Ce sont les indicateurs qui mesurent les effets obtenus pour les actions RP. Ce sont des indicateurs intermédiaires qui mesurent la visibilité de l'action en quanti et en quali vers les différents publics. Et tout à l'heure, lors de la présentation des cas, Frédéric va vous présenter un cas qui est contre-intuitif, puisqu'il va montrer qu'on peut aussi avoir en très positif une exposition nulle ou minimale, par exemple en cas de crise. Dans cette quatrième étape, alors on arrive sur des notions un petit peu plus fines puisqu'on mesure la transformation auprès des publics cibles. Ce sont des indicateurs d'impact. On trouve les indicateurs qui permettent d'évaluer la contribution des RP aux objectifs de l'organisation. Ça, c'est extrêmement important parce que la mesure, ça permet aussi de montrer en quoi nous sommes créateurs de valeur. Et cette étape-là est extrêmement importante. Et
la conclusion, comme je vous le disais, c'est l'étape où on tire les enseignements des campagnes RP et où on fixe des nouveaux objectifs pour les prochaines campagnes. Donc maintenant, je vais passer la parole à Pascal qui va vous détailler les différents indicateurs qu'on peut mettre dans chacune de ces cases de la matrice. Donc ça, c'est voilà, ça c'est la conclusion. Vous voyez, on a les objectifs en haut, les mesures d'exposition. Tous ces documents-là, vous les retrouvez sur le site référentiel-de-la-mesure.com. Vous pouvez télécharger la matrice et la remplir avec vos indicateurs. Alors, si on rentre dans le détail des indicateurs et qu'on démarre par le côté gauche de la matrice, on démarre par… alors, il y a déjà les deux premières étapes dont on a parlé qui sont de définir les objectifs de communication, quels sont les objectifs qui sont assignés aux relations publiques dans le cadre de ces objectifs de communication, quels sont les publics qu'on cherche à sensibiliser. Et donc ensuite, on arrive à quelles sont les mesures des actions prévues et qui vont être déployées. Donc, j'allais dire, ça peut paraître assez basique, mais c'est quand même important. Là, l'enjeu, c'est évidemment de mettre en place tout ce qui va être, entre guillemets, push. Mais même à l'intérieur de ça, on peut faire des analyses qui peuvent être extrêmement intéressantes, notamment de comparaison d'une action à l'autre sur un même client. Et ou d'efficacité. Là, par exemple, on voit en bas à gauche du cadre d'exemple que sur 300 mails, par exemple, envoyés sur un événement, il y a eu 500 inscrits et 25 présents. Donc, un taux de conversion entre la cartographie et la sélection des publics et du coup le nombre de présents, on est sur un taux de 8%. Derrière, ça permet aussi de se poser des questions sur la sélection par rapport au sujet, sur la sensibilisation ou l'énergie portée pour les faire venir. Voilà. Et ça permet derrière de pouvoir comparer et de pouvoir, évidemment, l'enjeu de faire monter ce taux de conversion d'une action à l'autre. On peut également voir quels sont, en termes de répartition des contenus, par exemple, quels sont les thèmes ou les contenus qui ont été transmis dans le cadre d'une campagne ou d'un client et de voir que cette année-là, par exemple, 40% des contenus étaient liés à des produits ou à des lancements, 30% sur des chiffres ou des résultats sur l'entreprise, ainsi de suite. Et puis, regardez comment évolue d'une période à une autre ces contenus et que ce soit à la fois en termes de type de contenu, mais également d'évolution de diffusion de ces contenus dans le temps. Évidemment, en tant que tel, ça peut paraître un peu pauvre, mais dès qu'on va le lier à justement les retombées, le type de retombées, que ce soit en termes de contenu ou que ce soit en termes de quanti, ça va être intéressant de voir quels sont ceux qui ont été les plus efficaces. Du coup, on en arrive à un deuxième type d'action et de mesure, qui est la mesure de l'exposition. Donc, on a eu des actions. Ces actions ont généré de l'exposition, que ce soit de la visibilité, de l'audience, à travers un nombre de retombées, une occasion de voir, qui est l'audience, le nombre de vues sur des vidéos, par exemple. Tout ce qui va être reprise des messages clés, tout ce qui va travailler ou créer ou générer du référencement naturel. On peut également avoir la part de voix si on mesure et on suit ou on pige, on veille les concurrents ou certains concurrents qui nous intéressent plus particulièrement. Tout ce qui va être tonalité média. Et puis, on en parlait tout à l'heure, le coût pour 1000 contacts. Donc, du coup, ça permet de pouvoir comparer des campagnes entre elles en termes d'efficacité, si c'est ça le critère que vous avez cherché à suivre. Donc là, par exemple, dans les indicateurs d'exposition, on a mis des exemples d'indicateurs sur les messages clés. 48% des retombées évoquent au moins un message clé. C'est plus ou c'est moins que les années passées, par exemple, ou que la campagne. On peut avoir également un comparatif entre le nombre de retombées en termes de messages clés global
dont ceux générés par des actions push, puisqu'il peut y avoir aussi des citations ou des retombées qui ne sont pas liées à une action en particulier. Et ça permet également, par exemple, là, de voir que tout ce qui va être action push, entre guillemets, a évidemment des contenus qui sont plus en lien avec les messages clés qu'on souhaite diffuser. On peut avoir par exemple un taux de répétition sur les 50 supports prioritaires qui ont été définis. On peut avoir dans ces messages clés, pouvoir les comparer entre par exemple l'audience et le nombre de retombées et de voir qu'évidemment il y a certains médias ou certaines retombées, ou certains messages clés qui sont peut-être dans moins de médias mais qui ont une plus grande audience. Donc pouvoir... Là, on vous met évidemment des exemples. L'enjeu derrière, c'est de sélectionner ceux qui ont du sens, à la fois par rapport aux objectifs, mais aussi par rapport à est-ce qu'ils racontent quelque chose d'intéressant, est-ce qu'ils permettent ces indicateurs ou un enjeu de pilotage et d'analyse pour pouvoir évidemment derrière en tirer des conclusions, en tirer des améliorations pour pouvoir être dans un cycle ou un cercle d'amélioration continue pour pouvoir... évidemment, optimiser les campagnes et les rendre de plus en plus efficaces. C'est tout l'enjeu de ce pilotage via la mesure. On peut avoir également des comparaisons avec d'autres lancements, soit de la marque, soit d'autres marques. Les tonalités, vous connaissez. Et puis, des indicateurs de préférence, puisqu'on va être lié à la part de voix par rapport aux concurrents. Donc là, voilà, on a déjà une première palette. On est sur de la mesure d'exposition. Généralement, enfin en tout cas jusqu'à il y a quelques années, on s'arrêtait ici avec des analyses sur ce type d'indicateur. Tout l'enjeu, c'est d'aller 1 à 2 crans, voire 3, plus loin pour essayer de regarder, une fois qu'on a obtenu cette exposition, en quoi cette exposition, et c'est ça qui va être intéressant dans nos métiers, génère une réaction, une interaction par les publics. Est-ce qu'ils ont changé de comportement? Est-ce qu'ils ont changé d'opinion? Enfin, d'abord d'opinion, puis de comportement par rapport à ce sujet, ce client, cette entreprise. Donc, on en arrive, et c'est là où en fait, tout l'enjeu, c'est d'aller jusqu'à, dans la mesure du possible, jusqu'à ces étapes-là. Donc, la mesure de la transformation auprès des publics ciblés. Donc, on a 2 éléments dans cette mesure de transformation et d'évolution. La première, c'est sur l'opinion et l'engagement, et le deuxième qu'on verra après, c'est sur les comportements. Sur l'opinion et l'engagement, là, l'enjeu, c'est d'arriver à regarder est-ce qu'il y a eu une incidence sur la notoriété, sur la préférence de marque. On peut évidemment travailler avec des sondages pré- et post-action, mais on peut aussi aujourd'hui travailler avec tout ce qui peut être interaction ou commentaire ou partage des articles, si on est sur du média traditionnel, mais du média digital. On voit aujourd'hui beaucoup, et il y a tout un intérêt à aller mesurer en quoi un article a pu être partagé par les lecteurs et en quoi ce partage a pu du coup inciter et rendre visible le sujet à de plus en plus de nombre. Évidemment, regarder quelles sont les interactions, les commentaires à partir du moment où ce contenu voyage sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a évidemment tout l'enjeu à la fois les réseaux sociaux de la marque et puis des influenceurs ou des journalistes qui eux-mêmes relaient les articles sur les réseaux sociaux, avec un enjeu derrière de mesurer est-ce que ça a eu une conséquence ou en tout cas un attrait vis-à-vis de la marque ou de l'entreprise via est-ce que ça a généré des visites sur le site internet, est-ce que le blog a été plus lu, est-ce qu'il y a eu plus de followers qui se sont inscrits à un moment donné sur les réseaux sociaux de la marque, et évidemment de mesurer tout ce qui est taux d'engagement et d'interaction qui sont extrêmement intéressants. Donc à travers tout ça, ou en tout cas à travers au moins 1 ou 2 de ces indicateurs-là, pouvoir mesurer l'interaction, en tout cas l'évolution qui a généré une action sur les publics qui nous intéressent. Et puis le deuxième critère dans cette mesure de la transformation, c'est l'évolution des comportements. Est-ce que derrière, ça a suscité encore plus que juste une interaction, mais une évolution de comportement? Là-dessus, il y a plusieurs manières. On a mis un exemple qui a été présenté à l'AMEC qui fait également un grand prix des cas sur la mesure. Ce cas a eu un grand prix.
Là, l'idée, c'est d'aller regarder est-ce que du coup, ça a eu une incidence, que ce soit en termes, enfin, par exemple, est-ce que ça a permis, si on est sur une campagne, par exemple, de recrutement, est-ce que ça a permis de recruter donc, on va avoir plusieurs critères. Hein. Est-ce que ça a permis d'avoir, plus de visites sur le site ou plus de CV qui ont été déposés et de la même manière de recruter ou pas, ce qui montrerait la qualité et le fait qu'on ait touché vraiment les publics cibles. Donc, est-ce que derrière, ça a généré du recrutement? Est-ce que ça a généré une augmentation, par exemple, des donations quand on est sur des causes? Est-ce que ça a généré des leads pour un client, que ce soit en termes de demande de rendez-vous ou que ce soit en termes de demande de devis, voire en termes de vente, si on est par exemple sur des e-shops? Est-ce que ça a développé des parts de marché business? Est-ce que du coup, on a eu un changement lié à la communication interne, notamment par exemple sur du turnover ou autre? Donc, on voit bien que ça touche à la fois tous les enjeux de communication et de PR, mais que ça permet d'aller encore une fois un cran plus loin pour mesurer l'impact. Quel impact? Quelle évolution de comportement par rapport à ça? Si je prends l'exemple qui a été indiqué là-dessus, il s'agissait d'un enjeu de sensibilisation sur une maladie. De mémoire, c'est en Australie. Donc, l'objet était d'augmenter de 5%. Donc, il y avait un objectif qui avait été posé, augmenter de 5% le taux de dépistage d'une maladie auprès d'un public cible précis qui n'avait pas l'habitude de se faire dépister et qui était plus particulièrement, du coup, touché par cette maladie. Donc, le plan qui avait été proposé, c'était déjà un sondage pour mesurer le degré de connaissance de la maladie et quels étaient les systèmes de préservation qui étaient déjà en place, en tout cas la perception, la visibilité de ces systèmes de prévention par ces publics cibles, pour pouvoir identifier quels étaient les freins au dépistage et pour optimiser du coup les actions de communication. Et derrière a été mis en place un site internet et une page Facebook d'information et de pédagogie sur le sujet, la distribution de flyers dans les lieux où ces publics cibles se rencontrent, se retrouvent, de l'organisation de manifestations publiques avec intervention de personnalités influentes sur ces publics visés et puis des relations médias. Donc ça, c'est cette première case à gauche qui, du coup, définit les actions qui ont été engagées. Derrière, il y a, en termes d'exposition médias qui ont été mesurés, un nombre d'articles, des messages clés qui ont été relayés, et puis une tonalité sur les retombées. Derrière, la même chose en termes d'exposition social media, et puis des indicateurs de comportement ou d'évolution de comportement intermédiaires et finaux. Le premier, c'est du coup des événements qui ont été mis en place pour inciter ces publics cibles à venir se faire dépister, des médecins qui ont fait également de la pédagogie. Suite à ça, a été mesuré du coup le fait que 6%, ils ont vu une augmentation de plus de 6% de dépistage sur ces publics ciblés sur les 12 premiers mois et surtout a montré qu'il y avait que ce n'était pas juste un one-shot, mais plutôt un effet long terme, puisque là, on n'a pas le chiffre, mais ça a été mesuré sur du plus long terme. Et par ailleurs, on voit même plus 15% de dépistage engagé pour la première fois sur les publics cibles sur les 12 mois observés. Et donc, avec un enjeu à la fois de sensibilisation de gens pour les faire se dépister plus régulièrement, mais également des gens qui ne s'étaient jamais fait dépister et qui, du coup, ont, grâce à cette campagne, pu se faire dépister. Donc là, on voit quel est l'impact final en termes de comportement. Et puis, du coup, pour aller un cran plus loin, évidemment, tout ça a pour vocation derrière, qui est la dernière étape, d'avoir des conclusions et des recommandations. Là, on vous a présenté cette matrice en allant de la mesure des actions déployées jusqu'à l'évolution en termes de comportement et jusqu'aux conclusions et recommandations. Mais en réalité, enfin, en tout cas, moi, je recommande très fortement évidemment, de poser quels sont les objectifs et les publics ciblés. Et puis, dès le départ, en fonction de ça, puisqu'on connaît les objectifs qu'on cherche à atteindre, de définir dès le départ et donc de commencer complètement à droite, de définir quels sont les critères qui vont permettre de mesurer si ces objectifs sont atteints ou pas.
Et en fonction de ces critères, j'allais dire finaux, de ces KPI sélectionnés par rapport à est-ce que ça fait évoluer un comportement, si évidemment ça répond aux objectifs, hein, et ensuite de remonter la matrice en arrière. Parce que je cherche à faire évoluer un KPI qui est un KPI, j'en sais rien, de vente par exemple, ou de trafic sur le site, eh bien pour générer plus de trafic sur le site, je vais devoir aller faire exposer, faire comprendre, faire savoir, faire interagir, faire réagir. Donc, j'arrive à un KPI intermédiaire d'évolution de comportement. Pour pouvoir faire ça, je vais devoir faire de l'exposition sur tel levier, sur tel public. Et donc, voilà le critère que je vais prendre sur l'exposition. Et donc, voilà les actions que je vais mettre en place. Et là, ça permet d'aligner totalement, en tout cas c'est l'objectif, d'aligner au maximum les enjeux de faire évoluer le KPI, le critère, l'objectif de KPI qui répond aux objectifs globaux de communication et de PR avec les actions qui ont été déployées. On va passer au cas pratique maintenant. On commence par un cas à toi, Pascal. Ok. Le cas d'une entreprise agroalimentaire, yes, il s'agissait d'une campagne dans le cadre du Salon de l'agriculture, avec un acteur dont je ne peux pas vous donner le nom, mais peu importe à la limite, qui avait un objectif de développer la confiance dans ses produits et dans la préférence de marque, et de promouvoir le lien entre la marque et l'agriculture française, notamment pour développer à la fois l'image et la réputation sur des produits de qualité et sur des produits qui sont issus de l'agriculture française. En termes de public cible, on est allé chercher des consommateurs, mais aussi des leaders d'opinion, et avec un enjeu de capitaliser sur le salon de l'agriculture pour, à ce moment-là, développer des relations très fortes avec le milieu agricole, mais surtout, à travers ça, mettre en avant des collaborations très fortes et de le faire savoir. Du coup, si je suis ce que je vous ai dit juste avant, l'enjeu pour nous a été de démarrer sur le point 6, qui était du coup, quel impact, qu'est-ce qu'on cherche à faire bouger, faire évoluer. Ce qu'on a cherché à faire bouger, à faire évoluer, il se trouve que cette marque a tous les ans un baromètre sur la confiance et sur l'image et la préférence de marque, dans lequel il y a différents critères, et on cherchait à faire bouger l'indicateur sur justement à la fois un public lié à l'écosystème de l'agriculture française et également un public plus global des Français et de consommateurs potentiels sur cet enjeu de proximité et de travail en collaboration avec la filière agricole française. Donc, on avait vraiment ce KPI-là qui est mesuré par ailleurs tous les ans et c'est celui-là qu'on cherchait à faire bouger. À partir de là, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut le faire bouger ? On va le faire bouger aussi en faisant mieux connaître, évidemment, et en faisant monter en conscience, en connaissance, tout ce que peut faire cette marque en lien avec les agriculteurs. À la fois pour que les agriculteurs eux-mêmes en soient convaincus, que ceux avec lesquels la marque travaille soient des ambassadeurs, portent les messages et que, par ailleurs, ces messages dépassent l'écosystème de l'agriculture française et puissent toucher l'ensemble des consommateurs et des publics qu'on cherchait à toucher. Et donc, comment est-ce qu'on a fait ? On a travaillé ça, on s'est dit, pour pouvoir le mesurer, on va avoir besoin de regarder en dehors de ce qu'on va faire pour que ce soit sur du plus long terme, que suite à cette campagne, il y ait un nombre de followers qui augmente très fortement sur Twitter, qui est un de ses principaux canaux sur ce sujet-là. Mais également qu'on ait de plus en plus d'ambassadeurs, à la fois du monde agricole, mais pas que, aussi des ambassadeurs, j'allais dire grand public, qui sont convaincus de cette démarche de la marque et qui portent ces messages-là. Et donc, c'est également ça qu'on a été mesuré. Si je passe un cran du coup en amont, en se disant, OK, comment est-ce qu'on va faire pour travailler ça ? On va faire ça en développant le nombre de partage, le nombre de commentaires, l'engagement et la tonalité des commentaires sur cette période-là et ce moment-là du Salon de l'agriculture et sur la marque. Et on va regarder si,
on a un développement, un pic de requêtes Google sur des mots-clés qui sont liés au sujet de l'agriculture, au sujet des ingrédients français sur la marque à cette période-là, à ce moment-là. Si je prends un cran encore en arrière, comment est-ce qu'on va arriver à faire ça? Et bien, pour faire ça, on va aller développer à la fois des rendez-vous avec des, évidemment, leaders d'opinion sur ce sujet. On va aller développer du coup de l'information ou des questions posées ou des échanges ou de l'interaction avec ces différents publics, à la fois sur le stand qui était mis en place au Salon de l'Agriculture, mais aussi du coup sur les réseaux sociaux de la marque, sur le site internet de la marque sur lequel on a mis du contenu, et puis évidemment dans les médias, en allant chercher un volume très fort en termes de médias et de social media pour avoir et une part de voix très forte à ce moment-là, sachant que cette période-là est quand même très chargée, mais du coup une part de voix très forte grâce à des annonces de partenariat notamment, et du coup d'avoir mesuré la tonalité et les messages clés développés. On a également mesuré le coût pour 1000 pour vérifier que par rapport à l'année précédente ou l'année suivante, on a du coup une efficacité qui continue à se développer sur ces critères-là. Et puis, voilà. Et du coup, suite à ça, on a travaillé sur quelles étaient les activations, tout ce qu'on devait mettre en place pour pouvoir obtenir ces KPI ou ces critères de visibilité et du coup d'exposition. Et donc, c'est ce qu'on a mis dans la première case en vert sur tout ce qui a été mis en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc là, c'est une présentation, j'allais dire, assez scolaire, mais qui remonte bien cette chaîne d'utilisation et de sélection, puisqu'encore une fois, on ne va pas chercher tous les KPI. La matrice vous en propose certains, libre à vous d'en inventer d'autres, on va le voir juste après, enfin un peu plus tard, mais libre à vous d'en inventer d'autres. L'enjeu surtout, c'est de structurer une démarche qui permet d'aligner l'atteinte des objectifs et sélection des KPI, atteinte des objectifs avec ce qui a été mis en place. Donc voilà, ça c'est un premier cas. Maintenant, on va passer à un deuxième cas qui est présenté par Frédéric, qui est un cas entièrement différent et c'est pour vous montrer qu'on peut absolument tout mesurer avec cette matrice. Alors là, en effet, un cas complètement différent. Le contexte est une entreprise dans la région bordelaise qui est dans le secteur du bois, qui doit fermer. Cette entreprise est partenaire de la grande des GSB et donc on sait combien la GSB est un client difficile et pointu. Et de fait, il y a deux sites industriels, l'un qui se situe en Normandie et l'autre à Bordeaux. Le but est en effet de ne pas inquiéter les clients, de contrecarrer les commentaires des concurrents qui pourraient porter atteinte à l'image de l'entreprise et des négociations avec la GSB, et aussi de ne pas faire tache d'huile sur les autres sites industriels. Et donc, l'objectif RP était en effet de contenir la couverture presse de la presse régionale sur le site qui allait être impacté, sachant que de toute façon, il était évident qu'il y aurait une couverture médiatique. Donc, si nous passons à la matrice, et dans la même démarche que Pascal, l'objectif final, c'était en effet pas de grève générale sur notre site et une poursuite de l'activité qui devait absolument perdurer. Si on remonte là aussi sur la colonne d'avant, l'objectif en cas de crise, c'est un petit peu l'antithèse pour les autres campagnes, c'est d'avoir le moins de retombées presse possible. Donc, dans la presse régionale, nous savions que nous ne pouvions pas l'éviter, mais dans la presse professionnelle, il fallait vraiment contenir au maximum les choses.
Donc, pour ce faire, nous savions donc que nous aurions 100% de la couverture médiatique au niveau de la presse régionale. Nous ne voulions pas de reprise dans la presse nationale, surtout pas dans la PQR de l'autre site industriel. Et nous voulions communiquer en direction de la presse professionnelle un message positif, ce qui est assez complexe, en effet, quand on est en train de fermer des sites industriels. Et donc, ça, c'était nos mesures d'exposition. Et dans les mesures des actions déployées, nous avons commencé par la cartographie classique de nos journalistes amis et ennemis. Nous avons rédigé les process de gestion de crise avec notre client, puisque nous savions pertinemment à quel moment le site allait devoir fermer. Nous avons constitué la cellule de crise, établi les médias training des porte-paroles, fait de la veille média pour parfaitement connaître la presse régionale de ce site et son positionnement. Nous nous sommes coordonnés avec les pouvoirs publics, mairies et préfectures, établi la plateforme de discours. Dans les actions qui ont été extrêmement intéressantes, c'est que nous avons fait des appels individualisés en amont du communiqué de presse auprès de la presse professionnelle. C'est-à-dire que nous avons choisi du one-to-one avec les 5 ou 6 titres de la presse bois qui nous intéressaient. Et ce qui a permis, comme on le voit dans la deuxième colonne, de ne pas avoir en fait de reprise dans cette presse professionnelle en appelant à la qualité de la relation que nous avions établie préalablement et à une communication authentique entre eux et nous pour protéger la marque. Nous avons aussi mis en place un communiqué de presse pour la presse régionale. Et là, comme je vous le disais, 100% mesures d'exposition, 100% de la couverture médiatique dans la presse de proximité. Et nous avons bien évidemment, comme nous sommes en communication de crise, eu des réponses individualisées à l'ensemble des demandes d'interview. L'objectif a été atteint puisque, en effet, nous avons circonscrit la crise à la presse quotidienne régionale et nous n'avons pas eu d'autres inconvénients médiatiques à gérer. Ce qui fait que 3 mois en conclusion, 3 mois après la fermeture du site, nous avons repris une démarche de communication extrêmement active notamment auprès de la presse professionnelle qui avait joué le jeu avec nous et avec lequel nous avons mis en place des actions de communication one-to-one extrêmement valorisantes pour chacun des supports pour leur montrer qu'est-ce qui s'était produit au sein de l'entreprise. Voilà un cas tout à fait différent, mais là aussi qui prouve qu'on peut parfaitement structurer une démarche RP et la transmettre d'une façon très claire et très précise à son client, sachant que bien évidemment, et il est très clair que ces tableaux se bâtissent avec son client. Ils ne se bâtissent pas a posteriori, ils se bâtissent avant, je dirais, la réflexion stratégique ou pendant la réflexion stratégique que l'on va avoir avec eux pour savoir quels sont les outils que l'on va mettre en place. Et j'insiste sur la notion d'objectif, car souvent ce que l'on constate, je trouve auprès de nos clients, c'est une réflexion qui tout de suite part en termes de résultats, mais d'une façon extrêmement vague et peu précise. Et cette méthodologie, selon moi, a cet extrême mérite, c'est d'être dans une démarche partenariale avec le client pour bâtir vraiment la toile RP que nous allons devoir mettre ensemble
en place pour obtenir des objectifs et des objectifs précis. Si nous continuons. Oui, alors là, Pascal va nous proposer des exemples de matrices. Moi, je voulais juste ajouter une petite chose, c'est que vous avez vu que ce référentiel s'applique à des cas extrêmement différents et je voulais aussi dire qu'il s'applique à tous les budgets. Il s'applique même aux plus petits budgets. On a souvent des remarques ou des questions dans ce sens-là. On peut utiliser le référentiel de la mesure pour toutes les démarches de RP, les plus petites soient-elles et avec même des budgets minimales, on peut toujours, c'est un exercice créatif et donc on peut toujours mesurer. Voilà, je laisse la parole à Pascal sur des exemples de matrices qu'elle va nous présenter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Évidemment, le premier pas, c'est de s'inscrire dans le cadre de cette matrice parce que ça permet d'être guidé, de sélectionner des KPI qui vous semblent pertinents par rapport aux enjeux et aux objectifs et de faire un peu un pas à pas. Une fois que vous avez bien compris le fonctionnement, que vous l'avez pris en main, on peut évidemment aussi adapter des matrices aux enjeux, aux clients, à vos problématiques. Et là, l'idée, c'était de vous présenter deux exemples. Le premier qui, lui, répond à un objectif plutôt de visibilité et d'engagement autour d'une gamme de produits. Et qui avait vocation à générer de la précommande sur un site internet. Et du coup, on a travaillé sur une matrice avec, j'allais dire, deux entrées. La première, c'est dans la phase du funnel marketing, donc sur la partie attention, considération et loyalty. Et de l'autre, avec quel est le KPI global que je cherche à mesurer dans chaque étape et quels sont les PI, donc les critères intermédiaires qui vont me permettre d'atteindre ces KPI. Parce que plus je regarde en amont, si je vois que les PI, déjà, je n'arrive pas à atteindre les objectifs que je me suis fixés, on n'atteindra pas les KPI et il faut faire quelque chose assez rapidement. C'est là aussi où vraiment la matrice de mesure est un outil de pilotage et d'ajustement, soit, j'allais dire, presque en temps réel, soit évidemment d'une année sur l'autre. Mais ça peut aussi se faire presque en temps réel. Là, pour le coup, on avait défini un CP, différentes activations qu'on mettait en face pour regarder quels étaient du coup pour chaque activation les enjeux ou les objectifs qu'on allait chercher. Donc, on avait défini des objectifs d'audience globale qu'on a ensuite décomposés en fonction des activations qu'on avait prévues pour vérifier que ce qu'on a mis en place et les objectifs qu'on met derrière découpés répond bien à l'objectif global d'audience. On avait également un objectif de taux d'engagement et un objectif de recrutement d'ambassadeurs pour pouvoir ensuite travailler avec eux pour faire rayonner les messages et la considération. Donc, on a commencé à regarder évidemment tout ce qui était PI qu'on a posé derrière, donc le nombre de retombées, le nombre de sujets de fond, les taux de répétition, les interactions, mais aussi les taux d'ouverture ou d'audience par rapport à un partenariat média. Et du coup, là, ça vous montre comment est-ce qu'on peut à la fois l'inscrire dans des campagnes qui peuvent avoir différentes activations, qu'on peut découper les objectifs et que ceux-ci peuvent être du coup mesurés ou suivis tout au long de la campagne pour pouvoir ajuster ou optimiser la campagne pendant que celle-ci se déroule. Donc ça, c'était le premier exemple que je me proposais de vous partager. Et le deuxième, l'idée était là pour le coup de suivre et de pouvoir comparer des campagnes entre elles qui sont là pour le coup des campagnes qui sont liées à des marques ou à des produits différents au sein d'un même groupe, qui ont des enjeux différents, mais qui, évidemment, quand on regarde des KPI génériques, généraux, on a du mal à voir si telle campagne a mieux fonctionné que telle autre parce qu'on est sur des budgets, on est sur des sujets, on est sur des leaders d'opinion qui sont extrêmement différents. Et donc, comment est-ce qu'on peut les comparer ? Et donc là, pour pouvoir les comparer, on a pris deux critères. Le coût pour 1000 et on a appelé ça le coût par engagement. Et on a regardé quelles étaient les campagnes qui soit
performer le mieux en termes de visibilité ou en termes du coup d'interaction et d'engagement. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez, on a été chercher pour ça le nombre de retombées, l'audience et l'engagement moyen par campagne, évidemment avec les budgets que je ne vous ai pas indiqués, qui permet du coup de mesurer. Et ça permet de nous dire, par exemple, que la campagne 2 et la campagne 3 qui ont les coûts pour 1000 les plus faibles et qui ont par ailleurs les CPE les plus élevés sont celles qui ont le mieux performé. Comparativement à la campagne 4 qui est le plus mauvais, enfin en tout cas le moins bon on va dire, le CPM et a le moins bon CPE. Donc ça permet de pondérer par rapport évidemment aux investissements qui ont été mis et de pouvoir du coup les comparer entre elles. Et la campagne 1, par exemple, elle s'est plutôt bien déroulée. On pense qu'il y a des enjeux d'optimisation. Et là, on rentre dans du coup les détails des différents critères intermédiaires pour pouvoir regarder où est-ce qu'on peut faire évoluer, améliorer cette campagne. Donc ça, c'est une première manière, une autre utilisation en tout cas de la matrice qui nous permet d'aller un peu plus loin. Et puis également, un point sur, par exemple, des comparaisons de campagnes d'influence. Donc là, on vous a mis le slide d'après, si tu veux bien, Sophie. Ou Claude, voilà, super. Donc ça peut paraître un peu barbare comme ça, j'en suis désolée. Mais là, l'idée, c'était de dire qu'on on travaille sur du moyen long terme avec un team d'influenceurs. Vous en voyez 12 là, par exemple. Qui vont avoir différentes prises de parole. Et donc, on a défini, par exemple, 4 prises de parole et chacun intervient sur 2 à 3 prises de parole tout au long de l'année. On mesure à chaque fois le reach, donc le nombre de followers sur chaque influenceur, l'engagement généré par la campagne et l'impression moyen par post. On remet à chaque fois quelle a été la visibilité des posts ou des stories en le divisant par le nombre de posts pour regarder quels étaient les posts qui ont le mieux fonctionné sur le sujet qui nous intéresse par rapport à la communauté de l'influenceur. Ce qui nous permet d'avoir à la fin un total avec l'engagement moyen sur l'ensemble de la collaboration et le nombre d'impressions. Et donc là, on est sur un nombre d'impressions moyen par poste pour pouvoir mettre tout le monde au même niveau. Et on peut se dire, OK, ça me permet de savoir ce qui a le mieux fonctionné. Donc, on voit en gras ce qui a le mieux fonctionné en termes de taux d'engagement ou en termes d'impression. Mais si, finalement, ce ne sont pas mes seuls critères et que je souhaite avoir différents critères et de les pondérer aussi en fonction de l'importance. On est sur le slide suivant où là, on a défini 5 critères avec des niveaux d'importance différents. Donc, on a défini en critères le coût pour 1000, l'engagement, la qualité de la relation avec l'influenceur, parce qu'évidemment, le fait que la collaboration se passe bien, qu'il a envie de jouer le jeu, peut avoir une importance, la qualité des posts, et puis la progression de la communauté. Est-ce que c'est un influenceur qui, entre guillemets, est dynamique, continue à se développer ou pas, ou plutôt un influenceur en perte de vitesse. Ça peut être un critère qui peut nous intéresser. Donc, on définit 5 critères, on les pondère. Là, on a mis des coefficients 6, coefficient 5, coefficient 3, coefficient 1. En indiquant très précisément, j'allais dire un nombre de points, donc à chaque fois, là, on l'a mis sur 5, mais vous pouvez le mettre sur ce que vous voulez. Et derrière, on peut avoir le slide suivant, ça permet de reprendre les indicateurs qu'on a vus un peu plus haut, pour pouvoir calculer le coût pour 1000 et l'engagement, mais aussi de rajouter 3 critères qui sont, alors pour la progression de la communauté, j'allais dire tout à fait rationnels, et puis 2 critères qui sont peut-être un peu moins rationnels, mais sur lesquels on a quand même défini, si on peut revenir juste 2 secondes sur le slide d'avant, sur lequel on a quand même défini, vous voyez la qualité des posts, on a quand même essayé de encadrer mauvaise visibilité produit, texte moyen, bonne visibilité. Donc, on a essayé d'encadrer quand même le plus précisément possible, et c'est vrai sur la qualité de la relation. Si on revient du coup sur le slide d'après, ça permet du coup sur les influenceurs en fonction des critères d'avoir finalement
Et tout ça pondéré, puisqu'on a si je prends l'influenceur 1, par exemple, sur le CPM, une note de 4 sur 5 qui est pondérée à 24 sur 30 en fonction du coefficient. Et donc d'avoir au final une note totale sur 100 qui permet de classer en tout cas l'efficacité de la collaboration avec tel ou tel influenceur. Donc voilà, c'est une autre manière. L'idée, c'était d'essayer de vous montrer plein de manières différentes une fois qu'on a, j'allais dire, compris, intégré, bossé sur les bases de cette matrice, sur le principe, sur la pensée, j'allais dire même, de cette matrice, de pouvoir aller 1, 2, 3 crans plus loin pour avoir des outils de pilotage qui peuvent être hyper intéressants, mais qui sont évidemment à définir à chaque fois de manière presque sur mesure en fonction des objectifs. Ou par rapport à ce que votre agence prône ou ce sur quoi elle est connue, de définir une matrice qui vous est spécifique, qui peut évidemment être ajustée en fonction des objectifs du client, mais qui vous est spécifique. Donc, c'est pour ça que je parlais de créativité tout au début de cette présentation. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, qu'on s'insère et qu'on s'intègre dans cette démarche, finalement, il y a plein de manières possibles d'apporter du rationnel et du pilotage en fonction des clients, des campagnes et des enjeux. Bon, je vais repasser la parole maintenant à Frédéric pour conclure cette présentation et puis qui ouvrira ensuite une session de questions-réponses. Alors, l'objectif maintenant est de créer une bibliothèque de cas. Comme vous l'avez pressenti, ça peut aller de cas extrêmement simples, mais extrêmement importants. J'ai fait les RP de l'ouverture d'un restaurant de proximité et je fournis la matrice à mon client des résultats. Comme on peut aller à l'autre bout dans des cas extrêmement sophistiqués comme celui avec des tableaux de bord extrêmement précis comme celui que Pascal vient d'évoquer, qui sont des outils de pilotage d'une extrême finesse. Donc, nous sommes intimement persuadés que c'est à travers la bibliothèque de cas que vous pourrez mieux encore appréhender la matrice qui vous convient, dans laquelle vous pourrez vous retrouver et vous pouvez aider l'ensemble de notre communauté à utiliser cette méthodologie. Et donc, nous attendons vos cas avec beaucoup d'intérêt pour pouvoir bâtir cette bibliothèque. Je tiens aussi à rajouter qu'il ne s'agit pas seulement d'une méthodologie réservée aux agences, bien évidemment. Quand nous avons le plaisir de présenter dans des ateliers à travers la France cette méthode, nous nous apercevons aussi que nombreux directeurs RP chez l'annonceur l'utilisent pour valoriser aussi leur travail, bien évidemment.